autre enseignement qu'on a pu tirer, c'est qu'il y en a qui ont voulu surfer sur cette crise-là. Et donc là, pour le coup, pour des acteurs maliens donc, qui ont un autre agenda pour le pays, qui ont pensé peut-être qu'avec cette crise-là, ils pourraient arriver à leur fin. Leur fin, c'est quoi? C'est peut-être la chute du régime, tout ça. Je trouve cela assez malheureux parce que, bon, pour le coup, je ne crois pas que... on peut être un opposant politique, mais de là à souhaiter la chute du pays à ce niveau-là, je pense que c'était assez inédit. Le régime ne va pas renoncer à son agenda d'avancer vers la côte, mais on sent qu'il y a des leçons qui sont tirées de l'expérience sahélienne. Et à mon avis, ce qu'il faut espérer, c'est la coordination entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, entre la Côte d'Ivoire et le Mali. D'où le Pour voyage. l'instant, à cause des contingences politiques, les choses sont moins fortes. Bonsoir à tous. Au Mali, comme on le dit, la guerre du carburant est-elle passée, est-elle derrière nous? Pour décrypter cette actualité, nous recevons sur notre plateau Sidiki Kaba, journaliste, écrivain, chercheur associé et président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel, le CIRES. Bonsoir Sidiki. Bonsoir. Tchambel Gimbayara, directeur de la publication de La Voix du Mali. Bonsoir Tchambel. Bonsoir, merci Carlin. Brahima Sidibé, docteur en analyse du discours. Bonsoir Brahima. Bonsoir Carlin. Sidiki, qu'est-ce qu'on peut dire de manière certaine que le gouvernement malien a remporté la guerre du carburant contre le GNIM? Oui, en tout cas, factuellement, on remarque que si le gouvernement avait été pris de court la première fois, il s'est organisé pour assurer la continuité de l'approvisionnement du pays en carburant. En dépit de ce qu'on a montré comme une reprise des attaques, l'approvisionnement du pays continue et il n'y a qu'à regarder que malgré cet incident qui a été rapporté, il n'y a pas eu de longue file devant les stations d'essence à Bamako. Ça prouve que la stratégie qui a été mise en place par le régime militaire fonctionne, puisqu'il y a eu un accord avec les professionnels du secteur et il y a aujourd'hui une leçon qui a été tirée par le Mali de l'expérience précédente, celle d'avoir des stocks de sécurité. Parce que lors de la première expérience, le pays avait été pris de court parce qu'on n'a pas mis en place de stocks de sécurité. Mais aujourd'hui, on peut remarquer que malgré l'attaque qui a eu lieu récemment, l'approvisionnement du pays continue. Le GNIM n'a pas été en capacité d'arrêter totalement l'approvisionnement du pays suivant le corridor Abidjan-Bamako et Dakar-Bamako. Je reste avec vous. On entendait souvent dans des éléments de langage qu'il y aurait la possibilité que Bamako tombe. C'était un peu excessif tout ça finalement, ou c'était une réalité? Mais dès le début, les gens qui savent et qui connaissent les réalités du Mali et de la sous-région savaient qu'il n'y avait aucune imminence d'une chute de Bamako. Et les gens ont pris souvent pour indicateur le fait que les États-Unis aient rappelé leurs ressortissants, le fait que la Grande-Bretagne, pour dire que c'est un signal d'alerte que les djihadistes sont aux portes de Bamako. Ça a été une erreur, parce que le Mali, c'est 1240 km². C'est 19 régions, plus le district de Bamako, qui a le statut de région, ça fait 20 régions. Les djihadistes ne contrôlent entièrement aucune région du Mali. Ils sont présents dans des régions, mais ils ne contrôlent aucune région entièrement, au point qu'il ne reste plus que Bamako. S'ils prennent Bamako, ils ont pris le pays. Donc on n'était pas dans ce schéma. Mais compte tenu du contexte et compte tenu de cette hystérie, on a présenté comme l'élément comme une chute imminente de Bamako. C'est clair que les djihadistes ont été capables, en septembre 2024, de faire leur opération à l'école de gendarmerie, de faire leur opération à l'école de... Bon, je n'exagère rien. Le Bataclan a été attaqué au cœur de Paris. Le Stade de France a été attaqué au cœur de la France. Donc les djihadistes, ils sont dans ces stratégies. Ils ont attaqué les tours jumelles à New York. Donc ils sont dans des stratégies comme ça. Et ça, ce n'est pas un indicateur du fait que le pays a perdu le contrôle de sa sécurité. Et souvent, dans le contexte aujourd'hui, il y a des officines qui alimentent ces genres d'hystérie et qui... Bon, en tout cas, le fait est que entre le moment où on a parlé de la chute de Bamako et aujourd'hui, Bamako n'est pas tombé, au contraire, les djihadistes... Mais est-ce que c'est dans l'intention du GNIM de prendre Bamako? Non, je ne pense pas. Honnêtement, d'abord, ce qu'il faut absolument comprendre, le GNIM n'est pas aujourd'hui en capacité d'administrer Bamako.
Bamako, c'est une ville de 3 500 000 habitants. En termes de superficie, c'est au moins, 300 km². C'est une immense ville. Donc le régime n'a pas d'abord les capacités militaires de prendre Bamako. Ensuite, il n'a pas les ressources humaines qu'il faut pour administrer Bamako. Ensuite, aujourd'hui, dans le cadre de son agenda, je ne suis pas sûr qu'il ait suffisamment la capacité lui-même pour agenda, pour urgence de prendre Bamako. Mais les gens spéculent souvent. Et ce qui nous amène à commettre ce genre d'erreurs d'analyse, c'est des comparaisons qui ne sont pas. La comparaison n'est jamais raison. On dit que ça s'est passé en Syrie et que ça va se passer au Sahel. Ah, j'ai vu passer ça aussi. Ça, puisque ça s'est passé en Syrie, c'est que ça va se passer au Sahel. Non, les réalités du Sahel ne sont pas les réalités du Sahel. Les réalités du Sahel ne sont pas les réalités de l'Afghanistan. Et souvent, on part du principe que puisque ça a eu lieu là-bas, ça va se passer là. Et moi, malheureusement, si on regarde de près la façon dont les choses se sont déroulées au Sahel, en Syrie, on voit qu'il n'y a pas de chance que ça se déroule parce que les djihadistes syriens avaient quand même un parrain qui était la Turquie. Donc, il faut dire que, voilà, et la neutralité de la Russie qui a laissé faire, ça, ce n'est pas des événements qui sont aujourd'hui, ce n'est pas des éléments qui sont réunis pour que le scénario syrien ou afghan se produise au Sahel. Jean-Bel, comment les autorités ont finalement réussi à reprendre la main? Les autorités n'ont pas perdu la main. Il y a eu des difficultés quand même. Il y a eu des difficultés. C'est une crise cyclique. C'est vrai que elles n'ont pas été débordées à votre avis? On tiré les leçons. Oh non, on ne peut pas nier qu'il y a eu des attroupements devant les stations d'essence. Il y a eu des files d'attente. Il y a eu des difficultés d'approvisionnement de Bamako et de certaines grandes villes du Mali en son temps. Mais les différentes mesures prises par les autorités au niveau de Bamako, au niveau national, au niveau régional, parce qu'il y a une organisation quand même à chaque niveau pour essayer de résorber le problème. Et il y a eu de l'entraide. Il y a eu surtout une mobilisation de ces opérateurs économiques-là qui perdaient quand même leurs marchandises et qui continuaient à approvisionner. Et surtout, il y a eu le courage de ces chauffeurs, de ces apprentis, de ces militaires qui tombaient malgré tout et continuaient à approvisionner le pays. Il y a surtout une stratégie payante. Moi, là où je vais m'interroger longuement, c'est la sociologie de cette crise. Et depuis plus de 10 ans, quand même, depuis 2012, le Mali s'est installé dans une guerre asymétrique. On a traité le pays de tous les maux, de tous les noms qu'on peut imaginer. Il y a eu même cette cabale médiatique-là qui en a renforcé la situation. En réalité, quel est le système de recrutement sur place? Parce que ces hommes et ces femmes venus d'ailleurs, pas que du GNIM, de tous ces groupes asymétriques, l'État doit aussi s'interroger sur ces questions-là. La sociologie de ces recrutements-là et puis l'éventail. Il y a des Maliens, rassurément. Oui, il y a des Maliens, mais la force de déradicalisation doit être à la hauteur par rapport aux Maliens qui s'impliquent là-dedans. Il y a aussi la phase du développement de la lutte contre la pauvreté, les situations précaires dans les zones les plus reculées, parce que c'est un pays vaste, c'est dit que le rappelait fort heureusement. Donc cette sociologie-là doit être interrogée, doit intriguer et doit faire l'effort du gouvernement. Le gouvernement fait sa part. Maintenant, il faut que les fêtières religieuses entrent en jeu. Il faut que la société civile elle-même prenne son destin en main, essaie de sortir leurs enfants des griffes de ces malfrats, de ces illuminés, d'autres. Ça, c'est une question fondamentale à mon avis. Pour rester connecté avec Actu d'Afrique, aimez et partagez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification.